soit je peux payer une partie. À ce moment-là, je paye une partie, soit je ne peux pas du tout vous payer. Mais par contre, quand je pourrais vous payer, on va rattraper les retards au fur et à mesure. Et on peut peut-être même rattraper ces retards-là, plus rajouter du variable, en disant à ces stades, mais écoutez, si on arrive dans les 2 mois à venir à reprendre l'activité et qu'on arrive à retrouver du chiffre d'affaires et du bénéfice, à ce moment-là, moi, je vais vous intéresser sur le bénéfice futur. Et c'est motivant pour un employé de se dire que, en fait, si je suis patient et si je suis, entre guillemets, fidèle à mon entreprise, donc dans l'attente de la reprise d'activité, je vais à la fois récupérer mon salaire, peut-être au fur et à mesure, peut-être pas tout de suite, mais je vais aussi récupérer des bonus. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire de façon très pragmatique, très rapide, qu'on peut décider, acter dans la société avec son responsable de ressources humaines, soi-même, hein, si vous êtes vous-même responsable de ressources humaines, et mettre en place avec les salariés, même pendant la période de crise, pour figer l'engagement en réalité de façon même juridique, pour que l'employé aussi soit à l'aise en se disant je vais quand même attendre parce que j'ai ça aussi qui peut être gagnant pour moi demain. Ça, c'est la première chose, c'est sur le plan salarial. Jouer sur le variable, sur les incentives. La deuxième chose, c'est que, alors même si on sait qu'on n'a pas tout de suite, alors si on sait qu'on va rentrer dans une crise qui va s'allonger et qu'on n'aura peut-être même pas les moyens de payer des bonus futurs, etc., une solution aussi qui est très simple, mais qui engage aussi l'entrepreneur de façon peut-être plus forte, c'est d'intéresser les salariés au business de l'entreprise, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils deviennent actionnaires. Et ça, dans les PME, c'est aussi souvent le moyen de s'assurer qu'un membre, par exemple, quelqu'un qu'on n'a pas les moyens de payer aujourd'hui, vienne quand même dans votre entreprise parce qu'il sait qu'il a des parts. Ça, c'est une solution intermédiaire qui est très importante. On n'a pas besoin de dire à ses salariés, je vais vous donner 50% de mes actions. C'est pas ça l'idée. Ça peut être 5%, ça peut être, alors ça se négocie, ça se calcule, ça se négocie. Mais par exemple, vous pouvez tout à fait prévoir une partie des parts de votre société qui est partagée, dont les actions sont partagées entre certains salariés clés de votre entreprise, peut-être pas tous, pour que justement votre capital humain, même s'il n'est pas entièrement sauvegardé, au moins les personnes clés de vos employés soient quand même intéressées au business futur de l'entreprise, peut-être même dans quelques années. Vous n'aurez pas de gros salaires cette année, vous n'aurez peut-être même pas vos salaires en totalité cette année, mais par contre, si on se relève au bout de 3 ans, vous avez des actions dans le business. Donc, ça change complètement la donne. Mais c'est aussi un engagement très fort de l'entrepreneur. Effectivement. On a également Madame Cabron, merci, qui vous remercie et vous félicite pour ce partage très instructif. On a un autre spectateur anonyme qui nous pose une question. Banque, microfinance, fonds d'investissement, investisseurs privés, quel est le meilleur partenaire en cette période d'urgence? C'est comme je disais, ça dépend en fait où est-ce que, effectivement, c'est une très très bonne question et ça dépend en fait où est-ce que vous en êtes, si vous voulez, de votre, de la manière, ça dépend de la manière dont la crise est tendue pour vous, entre guillemets. C'est ça je pense, le bon terme. Si vous êtes en situation de survie, en situation de quasi-faillite, pour moi, votre premier interlocuteur, c'est votre banque parce que c'est celle qui vous suit au jour le jour. Donc, vous avez probablement de la dette, vous avez de la dette à court terme, de la dette à long terme. Appelez votre banquier d'abord avant de chercher à avoir des fonds d'investissement. Appelez votre banquier pour essayer déjà d'assouplir les conditions en cours et qu'il vous laisse un peu de temps et un peu la latitude, si vous voulez, de vous relever. Et encore une fois, le banquier, il préfère ça. Il va vous laisser le temps de travailler à vous relever avant de vous remettre sous pression, entre guillemets. Donc, c'est d'abord le banquier pour moi. Ensuite, si vous êtes encore en situation de crise extrême après avoir vu votre banquier, essayez de voir d'autres partenaires financiers qui, comme je disais, des business angels ou des partenaires que vous connaissez qui ont les moyens d'investir. Il faut convaincre un autre partenaire pour apporter de l'argent frais, entre guillemets, si vous en avez besoin véritablement pour relancer la machine. Alors, parfois, on est en situation de quasi-faillite et on n'a pas forcément besoin d'investisseurs, mais on a besoin d'aller chercher un nouveau client. Donc, c'est pareil. C'est-à-dire que dans cette situation-là, bon, naturellement, banquier premier interlocuteur, si on peut se relancer sur son propre business en essayant d'accélérer un peu sa prospection commerciale, ses équipes commerciales pour aller signer d'autres contrats, on le fait. Sinon, le second interlocuteur, pour moi, c'est les bailleurs de fonds qui vont être des bailleurs de fonds privés
Donc, que ce soit des business angels ou des personnes qui vous connaissent. Ou peut-être même, pour moi, troisième recours, c'est là vraiment où on va faire appel à peut-être des fonds d'investissement ou d'autres partenaires financiers privés. Mais du coup, là, c'est du plus long terme. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand on va voir ces personnes-là, on est peut-être en situation difficile, mais ça veut dire qu'on a les moyens de prouver que notre business est rentable. Si vous n'en avez pas les moyens, ça ne sert à rien d'aller voir un partenaire privé. Si dans vos comptes, déjà, on ne sait pas lire que votre activité est intéressante, on n'investira pas. C'est aussi simple que ça. On va prendre également une dernière question. Monsieur Camille Kouamé, qui souhaite savoir si vous avez participé ou accompagné un cas pratique de fusion. Un cas accompagné, non, pas vraiment. C'est pas du tout mon métier. Après, j'en connais quelques-uns. Je connais des cas de fusion qui se sont bien passés, comme je connais aussi des cas de fusion qui se sont très mal passés. C'est de façon pragmatique. Enfin, je pense que l'idée, c'est de voir comment est-ce que ça se passe pragmatiquement. Il y a la fusion juridiquement, c'est qu'il y ait une fusion, et il y a pour moi la stratégie de fusion. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une stratégie de fusion avec un de vos partenaires. Donc, ça se passe dans le cadre d'un partenariat. Ça peut être un MOU, un accord qui est signé entre deux parties et qui les engage à certaines choses. Par exemple, avec votre fournisseur, vous n'êtes pas obligé de fusionner juridiquement et de devenir une seule entité. Vous pouvez tout à fait dire, ben, écoutez, on s'assoit autour d'une table, on fait du business ensemble, vous êtes mon fournisseur, vous savez ce que je fais, vous connaissez aussi le type de client que je recherche et que je vise. Donc, on va se mettre ensemble. Moi, j'ai besoin d'intrants que vous me vendez. Vous me vendez ces intrants-là à 100 régulièrement. Moi, je produis un truc et je sais que je revends, moi, le truc que je produis à 300 à mes clients. Alors, je schématise vraiment. J'ai une marge, grosso modo, quand j'absorbe mes coûts, etc., qui est de 30%. Vous faites une marge sur moi qui est de l'ordre de 25%. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ensemble et on va signer un partenariat où on va se dire, ben, moi, par exemple, vous me fournissez vos intrants et du coup, à un prix, par exemple, qui est peut-être un prix au coût de fabrication, par exemple. Donc, c'est vraiment à prix coûtant. C'est-à-dire que vous ne faites plus de marge. Quand ça arrive chez moi, moi, je produis, donc je vais chercher mon client. Et ce que je vais faire, c'est que la marge supplémentaire que je fais parce qu'on est en partenariat et que moi, j'ai quasiment de la fourniture à prix coûtant, ben, en fait, je vais la rattraper sur mes clients à moi. Donc, c'est-à-dire que moi, ma marge augmente fortement, mais je vous engage sur ma marge. C'est-à-dire que moi, ma marge, on va la partager ensemble. Donc, ça peut être des accords comme ça qui peut-être me permettent de produire plus que d'habitude, qui peut-être me permettent de produire à des conditions plus optimales parce que j'ai moins de coûts en réalité en intrants. Et c'est une stratégie on devient un tandem. Donc, ça peut se passer dans un contrat commercial où on s'engage de cette manière-là, mais ça demande aux deux parties d'être relativement transparentes. C'est-à-dire qu'en temps normal, je ne suis pas censé vous dire quelle marge je fais. Vous non plus. Surtout que je suis votre client en plus. Donc, ça demande quand même qu'on ait l'un et l'autre un certain niveau de transparence. Et c'est là où… Alors, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui est transparent et l'autre ne l'est pas. Il faut que les deux soient vraiment… et c'est là où les relations business sont importantes. C'est quand vous avez de bonnes relations business avec votre fournisseur, vous êtes capable d'avoir cette approche-là. Donc, vous pouvez signer ce qu'on appelle un NDA, c'est un contrat de non-divulgation d'informations, qui est le socle sur lequel vous avez le droit d'échanger de l'information confidentielle. Donc, quand vous échangez les informations confidentielles, vous voyez tout de suite si la stratégie que vous voulez adopter est très intéressante pour vous deux ou pas. Voilà. Donc, très pragmatiquement, c'est comme ça que ça doit se passer, ça devrait se passer. Ok, on va prendre vraiment la toute dernière question. Félicitations, M. Carus. En votre qualité de dirigeant du fonds d'investissement, que pouvez-vous dire à ces banques qui hésitent à accompagner les PME ou qui évitent le risque PME et se focalisent toutes vers les grandes entreprises? Mais vous savez, moi, j'ai pas grand-chose à leur dire. C'est qu'ils sont dans leur rôle aussi. C'est leur métier hein, d'identifier le risque. Et encore une fois, les banquiers comme les fonds d'investissement, comme beaucoup d'autres acteurs de la finance, il ne faut pas croire que ce sont des entités qui sont là pour aider. Aider, c'est la résultante. C'est-à-dire que c'est le résultat
de notre activité. Le résultat de notre activité, c'est que ça va aider une entreprise à faire ça, ça et ça et ça. Mais la volonté première d'un banquier, d'un fonds d'investissement ou autre, c'est d'abord un business. Donc, c'est d'abord quelque chose qui est censé rapporter de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas investir pour aider en sachant qu'on va perdre. Parce que ça, effectivement, c'est une aide. Quand on aide, on se dit, on donne. Donc là, ça devient un don, ce n'est plus un prêt. On donne, et à ce moment-là, le don, on n'est pas censé le récupérer. Voilà. Mais le prêt, par contre, engage la société à rembourser avec des intérêts, parce que c'est ça le business. Moi, j'investis pour gagner de l'argent, je n'investis pas pour aider. Donc ça, c'est très important, et c'est pour ça, quand vous allez voir un banquier ou quand vous allez voir un partenaire financier, si vous demandez de l'aide, c'est que vous n'êtes pas en fait sur le même rapport en réalité. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Lui, il vient faire du business. Vous venez faire du business. À ce moment-là, vous vous retrouvez. Si lui vient faire du business et que vous venez pour une aide, vous ne parlez pas le même langage. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et donc forcément, les banques qui ne font pas de PME ou qui en font très peu, ben, c'est parce que stratégiquement, probablement, elles ont fait l'analyse que le segment PME n'est pas un segment viable pour elles. Mais il y en a maintenant qui font de toute façon peut-être pas suffisamment pour vous, pour nous, pour moi-même aussi, mais ça, c'est un problème structurel. Les PME dans notre région ont un profil très risqué. Donc forcément, et d'ailleurs, ça se voit, les banques qui sont focalisées sur les PME, parfois ont un taux de casse sur le crédit, c'est-à-dire qu'un stock de crédit qui est en difficulté, qui est difficilement remboursé par ces PME, qui est plus grand que les banques qui ne font pas beaucoup de PME, relativement, et qui font plus des grandes sociétés. Donc, c'est le risque en réalité. Du coup, le risque aussi, c'est pour ça que, comme il y a un risque sur les PME, c'est pour ça que les conditions aussi sont relativement drastiques quand vous allez prendre un emprunt. Voilà. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, il faut travailler sur votre gouvernance pour faire la preuve de votre rentabilité pour justifier en fait de votre efficacité. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas capable de le faire pour vos partenaires financiers, y compris pour la banque vous considérera comme une entité risquée. Et donc l'accès au crédit, il sera pas impossible, mais il sera difficile. Il sera plus difficile et il coûtera plus cher, systématiquement. Donc ça, c'est le coût de la mauvaise organisation. C'est pour ça que c'est important de penser à son organisation, à l'efficience, à l'optimisation, à la bonne gouvernance, etc., dans son entreprise. Merci, chers internautes, merci, chers participants, d'avoir suivi avec beaucoup d'attention cette session de formation. Monsieur Carus, quel est votre mot de fin? Déjà, la première chose que j'aimerais dire, c'est d'abord remercier nos amis de JM Métier, nos amis de MZK Group, qui font un travail extraordinaire depuis de nombreuses années. Ce n'est pas la première fois qu'on se côtoie sur un événement de ce type-là. Remercier aussi nos internautes et ceux qui sont connectés au Zoom et à toutes les autres plateformes. C'est toujours important d'essayer en fait moi je milite pour ça, hein. Réfléchissez, stratégie, ça va être vraiment mon mot de la fin. La stratégie en business, c'est le nerf de la guerre. On ne fait pas du business au quotidien. Quand on pose un pas en affaires, c'est un pas qui doit avoir une résonance dans les 10, dans les 20 ans, dans les 30 ans à venir. Sinon, c'est un pas qui est court-termiste et qui en réalité ne sert que le court terme. Quand on est entrepreneur, on ne cherche pas à juste gagner du chiffre d'affaires demain. On cherche la pérennité aussi. Et c'est pour ça que la stratégie, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Réfléchissez à ce que vos pas d'aujourd'hui aient de la résonance dans l'avenir. C'est ce qui va permettre de sécuriser votre business, c'est ce qui va permettre de le faire grandir, et c'est aussi ce que révèlent en réalité les crises qu'on absorbe de plein fouet. Ça révèle le fait qu'on est très fragile sur le plan de la stratégie, ça révèle le fait qu'on a une organisation qui peut s'envoler sur un coup de vent, parce que justement, ça exacerbe en réalité nos faiblesses. Et donc, ça nous ramène au fait que le business, c'est d'abord de la stratégie avant d'être de la gestion quotidienne, etc., etc. Voilà. Merci à vous. Merci, M. Carus, d'avoir accepté notre invitation.
Chers internautes, chers participants, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.